Bonjour, j'ai une trentaine d'années et je dirige un centre commercial en ligne. De loin, la vie est souvent décrite comme une comédie, mais de près, elle peut ressembler à une tragédie. Ces mots résonnent en moi parce que ma vie, que d'autres envient, est en fait assez tragique. À une époque, ma famille a dû vivre séparée en raison de la faillite de l'entreprise de mon père. Nous avons dû compter sur la gentillesse de parents et d'amis pendant près de 3 ans. C'est au cours de cette période difficile qu'un ami m'a recommandé de créer un centre commercial en ligne. Heureusement, ma vie a commencé à s'améliorer régulièrement après quelques années de dur labeur. Grâce au succès de mon entreprise, j'ai pu acheter mon premier immeuble résidentiel, un condominium de 5 étages. Cela a permis à notre famille de se réunir et de vivre sous un même toit. Bien loin de l'époque où nous ne pouvions même pas nous permettre de louer un petit studio. Chaque membre de la famille avait son propre logement, grâce aux revenus que je tirais de la gestion de la galerie. Marchande en ligne, lorsque ma situation financière s'est stabilisée, mon jeune frère et ma jeune sœur se sont mariés et sont devenus parents. De nombreux changements sont intervenus dans ma famille, sauf pour moi. J'ai choisi de retarder le mariage pour me concentrer sur mon entreprise, et aujourd'hui, à l'approche de la quarantaine, je suis toujours célibataire. Ma famille exprime souvent sa gratitude pour sa vie confortable, reconnaissant que c'est grâce à mes sacrifices qu'elle peut jouir de la belle vie. Ils n'ont qu'un souhait pour moi, rencontrer un bon partenaire et me marier. Cependant, ils sont loin de connaître la vérité sur ma propre situation. Laissez-moi vous raconter mon histoire, qui vous éclairera sur la réalité de ma famille et sur la façon dont elle m'a affecté. Vous comprendrez les sentiments contradictoires que j'ai éprouvés en grandissant. Ma famille était aisée grâce à la réussite de mes grands-parents maternels. Dans les années 60 et 70, mon grand-père possédait 2 salles de cinéma à la campagne. Aller au cinéma était un passe-temps populaire à l'époque, et le statut social des propriétaires de salles de cinéma était considéré comme élevé. Ma mère racontait que toute la famille se réunissait tous les soirs pour compter l'argent de la vente des billets. Ils ne pouvaient pas confier cette tâche à des employés. Les pièces collectées s'entassaient dans plusieurs caisses en bois et ma mère se souvient encore de l'odeur désagréable qu'elle avait sur les mains à force de les compter. Cependant, le succès du cinéma, qui semblait sans fin, a commencé à décliner avec l'émergence de la technologie numérique. Pour ne rien arranger, mon grand-père est décédé, ce qui a entraîné une baisse des revenus. Les dépenses sont devenues trop lourdes à gérer et mes parents et leurs frères et sœurs ont finalement dû vendre les cinémas. La chute de l'entreprise familiale a eu un impact important sur nos vies. Après une période de dépenses extravagantes, la richesse de mon père a rapidement diminué en raison d'une grave récession économique. Sa propre entreprise a échoué, entraînant la saisie de notre maison par la banque et nous laissant finalement sans abri. Au lieu de prendre son travail au sérieux, mon père s'est appuyé sur la richesse de son beau-père, ce qui a finalement causé sa perte. Malgré cela, il a continué à chercher des combines pour devenir riche, ce qui lui a valu d'être victime de fraude à plusieurs reprises. Dès son plus jeune âge, ma mère n'a pas su tirer les leçons de ses erreurs et a préféré dépenser l'argent. Sans compter, se remémorant souvent des temps meilleurs. À quoi bon être millionnaire dans le passé, alors que nous n'avions même pas les moyens de manger à la maison, en tant qu'aîné de la famille. J'ai assumé la responsabilité financière en livrant du lait tôt le matin et en travaillant dans des fast-food après l'école. À l'occasion, je travaillais aussi comme mannequin pour des magazines de mode, gagnant un salaire plus élevé pour les week-ends. Chaque centime que je gagnais servait à prendre soin de mon petit frère et de ma petite sœur, car nos parents n'étaient pas en mesure de le faire. J'avais l'impression d'être un chef de famille mineur, livré à lui-même. Malgré mes excellentes notes au collège, j'ai choisi d'intégrer un lycée technique pour trouver un emploi et commencer à gagner de l'argent. Heureusement, j'ai eu la chance de trouver un emploi avant d'obtenir mon diplôme, ce qui m'a permis de travailler à temps plein pendant mon dernier semestre. Mes revenus sont devenus la seule source de soutien financier pour notre famille de 5 personnes. Un jour, alors que je déjeunais dans un restaurant, j'ai croisé une camarade de lycée qui semblait radicalement différente de l'époque où elle était adolescente. Elle portait des vêtements coûteux et un sac à main de luxe. Elle m'a recommandé d'essayer de créer une galerie marchande sur Internet, car elle avait réussi à le faire avec son propre commerce d'accessoires.
Intriguée par le potentiel, j'ai décidé de tenter ma chance, car j'avais constamment des problèmes d'argent. Pendant mon temps libre, je me suis consacrée à la préparation du lancement de ma galerie marchande en ligne tout en conservant mon emploi actuel. Je me levais tôt pour me rendre au marché de gros afin d'étudier les tendances du marché et d'établir des contacts avec des propriétaires de magasins susceptibles de me donner de précieux conseils sur l'achat et l'exploitation d'une galerie marchande en ligne. J'ai également effectué des recherches approfondies sur les centres commerciaux de marques populaires afin de comprendre leurs succès et leurs échecs en termes de vente. En observant la rotation des stocks et la présence de nouveaux articles, j'ai pu déterminer si un centre commercial était une réussite ou non. Lorsque j'ai découvert le tableau d'affichage des clients, j'ai été impressionné par leur service clientèle exceptionnel. Ils répondaient rapidement, les délais de livraison étaient courts et la structure était bien organisée. Bien qu'ils ne vendent pas de vêtements de grandes marques, leurs styles sont suffisamment à la mode pour satisfaire les clients et montrent leur professionnalisme dans le secteur de la mode. Non seulement ils privilégiaient la confiance des clients, mais leur prix était également abordable. Après avoir évalué plusieurs centres commerciaux en ligne, j'ai décidé de prendre des photos des vêtements que j'aimais pour chaque saison. J'ai effectué quelques retouches et j'ai téléchargé les photos sur la page d'accueil de ma galerie marchande. Malheureusement, mes attentes n'ont pas été satisfaites et je n'ai reçu aucune commande. Cela m'a rendue anxieuse, car si les vêtements ne se vendaient pas, ils resteraient en stock excédentaire. Mon budget étant serré, je ne pouvais pas me permettre d'attendre plus de 3 mois sans vente. J'ai donc envisagé de fermer mon magasin un jour, alors que je portais des vêtements provenant de mon centre commercial. J'ai croisé une amie dans une rue animée. Une femme s'est approchée de moi et m'a demandé où j'avais acheté ma tenue. Je lui ai donné ma carte de visite et lui ai dit qu'elle venait de mon magasin. À ce moment-là, j'ai ressenti un élan d'excitation et de soulagement, sachant que mon choix n'était pas erroné. Ce scénario s'est répété 2 autres fois, et 3 personnes différentes m'ont abordé pour me poser des questions sur ma tenue. Encouragée par cette réponse positive inattendue, j'ai annulé ma réunion et je me suis dépêchée de rentrer chez moi pour me changer. Avec l'aide d'un ami, j'ai pris des photos de ces tenues et les ai téléchargées sur mon blog, accompagnées d'un lien vers ma galerie marchande en ligne. À mon grand étonnement, de plus en plus de personnes ont commencé à visiter la page d'accueil de ma galerie marchande par l'intermédiaire de mon blog. J'ai eu l'impression d'assister à un miracle. Les vêtements qui risquaient auparavant de rester invendus ont commencé à se vendre, ce qui m'a soulagée alors que le délai de 3 mois approchait et que ma situation financière était précaire. Ce succès m'a donné la confiance nécessaire pour envisager de quitter mon emploi et de me concentrer sur mon entreprise en pleine expansion. Alors que la situation se stabilisait, une célèbre star de cinéma a posté une photo d'elle portant une tenue qu'elle avait achetée dans ma galerie marchande en ligne. Cela a immédiatement généré une forte demande et mes commandes sont montées en flèche. Je ne pouvais plus produire de vêtements à petite échelle, je devais commencer à les fabriquer en plus grande quantité dans une usine. Après 5 ans de travail acharné et de détermination, j'ai pris la tête de ma propre entreprise avec 10 employés. Nous avons obtenu un contrat de fabrication exclusif avec une usine. Quelques années plus tard, j'ai même pu acheter une propriété résidentielle. Cependant, au fil du temps, j'ai remarqué que la tendance YOLO, qui prônait l'idée de vivre pleinement sa vie, commençait à devenir une simple mode dictée par des slogans publicitaires. Cela m'a amené à réévaluer ma propre vie et à examiner les choses de plus près. Je ne les avais jamais remarquées auparavant. Les pages de mon agenda étaient remplies de notes concernant mon entreprise, de dépenses avec des échéances, comme les frais de scolarité de mon neveu et l'argent de poche de mes parents. Je n'avais pas d'emploi du temps personnel ni de temps pour moi. Tout ce qui restait de ma réussite était le financement d'un immeuble pour ma famille, les frais de scolarité de mes beaux-parents et les dépenses courantes de ma famille. À côté de moi, il n'y avait pas de conjoint aimant, pas d'enfants et pas de famille à moi. Soudain, un vide profond m'a envahi. Je me suis effondrée, incapable de manger ou de trouver une quelconque motivation pour faire quoi que ce soit. J'ai même envisagé de mettre fin à mes jours. C'est alors que le plus jeune employé de mon entreprise m'a regardé et m'a dit « Patron,
vous devez être heureux d'avoir assez d'argent pour voyager où vous voulez. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, bien que j'ai payé des voyages à l'étranger à mes parents, à mon frère et à ma sœur, je n'avais jamais fait de voyage à l'étranger pour moi seule, sauf pour des raisons professionnelles. Ce jour-là, je me suis immédiatement rendue dans une librairie et j'ai acheté un livre de voyage. J'ai cherché des destinations qui offraient un climat chaud, une atmosphère détendue et des connexions internet rapides, des critères qui répondaient à mes besoins. C'est alors que j'ai découvert Chiang Mai. C'était un endroit réputé pour les nomades numériques et il me semblait que c'était l'endroit idéal où aller. Sans hésiter, j'ai fait mes valises et je suis partie pour Chiang Mai. J'ai loué un appartement pendant un mois et je me suis installée comme une résidente locale. Je me suis promenée tranquillement dans le quartier, j'ai lu des livres dans de charmants cafés et j'ai pris mes repas dans des restaurants locaux. Lorsque la faim me tenaillait, je me lançais dans de courtes excursions d'une nuit dans les environs. C'était la première fois que je vivais vraiment pour moi-même. Un jour, alors que je dînais dans un restaurant, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille. Le prix du repas n'était que de 3 $, mais j'étais pris de panique car je ne parlais pas la langue locale. Des perles de sueur se sont formées sur mon front tandis que je m'efforçais d'expliquer ma situation, en répétant un seul mot. C'est alors qu'un étranger m'a tendu l'argent en me disant « Je vais payer ». Bien qu'embarrassée, j'ai accepté son offre et j'ai payé le caissier. Le stress que j'avais subi pendant ces quelques minutes m'a donné des vertiges et m'a désorientée lorsque j'ai quitté le restaurant. L'inconnu a remarqué mon état et m'a gentiment guidée vers un café voisin. Il m'a recommandé de boire quelque chose de sucré. Il a commandé sans difficulté nos boissons dans la langue locale, s'exprimant couramment comme s'il s'agissait de sa langue maternelle. Il m'a expliqué qu'en raison des activités professionnelles de son père, il avait voyagé dans de nombreux endroits, ce qui lui avait permis de parler couramment plusieurs langues. C'était un programmeur qui avait manqué ses vacances d'été et qui prenait maintenant une pause bien nécessaire, bien que nous soyons des étrangers. Nous avons entamé une conversation agréable, comme si nous nous connaissions depuis des années. Je suis ici depuis un certain temps maintenant. Le temps semble être passé très vite. Êtes-vous venu seul en vacances ou pour affaires? Lorsqu'il m'a posé cette question, j'ai eu l'impression d'avoir un moteur attaché à ma bouche. J'ai commencé à divaguer sur les raisons de ma venue ici, en donnant des détails sur ma vie. Je dois admettre que je n'ai jamais été aussi honnête à mon sujet, pas même avec un ami proche. J'ai trouvé étrange que ce type ait écouté mon histoire éparpillée avec un intérêt sincère jusqu'à la fin. C'est bon, tu n'as pas besoin de travailler si dur. Tu t'es suffisamment bien débrouillé jusqu'à présent, m'a-t-il dit pour me réconforter. Soudain, j'ai eu les larmes aux yeux. Personne ne m'avait jamais parlé comme lui. Je me suis retrouvée à sangloter devant ce type, quelqu'un que je venais de rencontrer. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir pitié de lui. Il devait avoir l'air d'un mauvais bougre à faire pleurer une fille. Mais à partir de ce jour, nous avons commencé à sortir ensemble. Chaque fois que j'étais avec lui, j'avais l'impression que c'était la première fois que j'étais vraiment aimée, simplement parce que j'étais moi-même. Je me sentais plus à l'aise avec lui qu'avec ma propre famille. J'avais toujours été celle qui prenait soin des autres dans mes relations, mais avec lui, j'étais celle qui recevait. J'ai commencé à croire que ma vie on ne vit qu'une fois signifiait la passer avec lui, alors je l'ai demandé en mariage. Je lui ai dit que je ne voulais pas le perdre, il a été surpris. Il m'a dit qu'il avait l'intention de me demander en mariage au bon moment, mais que je l'avais devancé. Il a accepté de se marier. Nos familles ont approuvé et nous avons commencé à rêver d'un avenir heureux ensemble. Cependant, mon fiancé m'a soudainement demandé de rompre les fiançailles. Il m'a dit qu'il avait une nouvelle compagne. Je n'arrivais pas à le croire. Je lui ai demandé de me montrer qui c'était, mais il a refusé et m'a repoussé. Je suis tombée gravement malade, incapable de manger, avec l'impression que ma vie était sur le point de s'arrêter. C'était un contraste frappant avec le bonheur que j'avais connu auparavant, plongeant soudainement dans un abîme profond. Ma famille est restée à mes côtés, prenant soin de moi. J'ai réalisé à ce moment-là qu'avoir une famille comme la mienne était la plus grande bénédiction au monde.
Après une longue absence au travail, j'ai trouvé la force de retourner au bureau. Mes employés venaient de terminer le déjeuner et étaient réunis dans le salon, sirotant un café et bavardant. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir désolée d'être leur patronne. Comment un parent pouvait-il agir de la sorte? Je doutais même qu'il s'agisse de ses vrais parents, et son petit frère et sa petite sœur? Il semblait inquiet que le patron ne les soutienne plus et essayait de faire fuir tout homme qui s'intéressait à elle, avec l'aide de sa sœur. Comment ont-ils pu se comporter ainsi? Encore aujourd'hui, je vous prie de m'excuser, mais je ne suis pas en mesure de vous aider. Invoquant mon jeune frère, je lui demande s'il peut accéder à une requête que je m'apprête à formuler. Je lui demande de mettre le téléphone sur haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre clairement mon message. Je lui accorde un délai d'1 semaine pour y donner suite. Je demande que tous les membres de la famille, maman, papa, John et Suzanne, quittent le bâtiment dans lequel nous vivons actuellement. Cependant, avant même que je puisse finir de m'exprimer, toute la famille m'interrompt et se met à parler d'un seul coup. Je m'adresse à eux, attirant leur attention. Je m'interroge sur leur intention de partir. Est-il convenable que des enfants disent de telles choses à leurs parents? Est-ce que vous, papa et maman, vous prétendez être mes parents? Quel parent menace son futur gendre d'une attaque à l'acide pour empêcher le mariage de sa fille? Suis-je vraiment votre fille ou simplement une source de revenus pour le reste de ma vie? Je subviens aux besoins de toute la famille depuis le collège. À qui la faute? C'est la faute de vous tous, individus paresseux et sans ambition. Cette situation difficile n'existe qu'à cause de nos parents, qui ne savent que me maltraiter. Que m'avez-vous dit? Votre seul espoir était que je trouve un bon partenaire et que je me marie, n'est-ce pas? Vous avez mené ces actions odieuses dans mon dos, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, je vais réaliser votre souhait. Ne pense même pas à compter sur moi pour te soutenir financièrement, sors et gagne ta propre vie. Tu comprends, ma mère n'a montré aucun remords, elle a même demandé si mon ex-fiancé m'avait révélé tout cela. Maman, vas-tu continuer ainsi jusqu'à la fin? Il n'a pas dit un mot. Il a pris la responsabilité de tout et m'a incité à rompre. Tu ne peux pas savoir à quel point il m'aime et se soucie de moi. C'est alors que mon père a pris la parole, affirmant qu'il n'avait rien fait et que c'était la faute de ma mère qui se rendait sur le lieu de travail de mon fiancé et provoquait des scènes. Il m'a assuré qu'il soutenait entièrement mon mariage, 100 000 fois plus. Il a insisté sur l'importance pour un père de conduire sa fille à l'hôtel. Si je lui disais de partir, il le ferait. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous trouver dans votre cœur la force de me pardonner? À ce moment-là, j'ai vraiment cru que mon père était la personne la plus veule que j'ai jamais rencontrée. Il était prêt à abandonner sa femme juste pour s'accrocher à sa bouée de sauvetage. Papa, arrête. Pourquoi es-tu comme ça? À partir de maintenant, je ne m'occuperai plus de toi. Si après 40 ans de mariage, tu es prêt à abandonner ton épouse, qu'est-ce qui t'empêchera de m'abandonner moi? Tu pourrais même faire quelque chose de pire. Bien que tu sois mon père, tu es vraiment le pire. Quand tu étais jeune, tu comptais sur ton grand-père, et maintenant tu veux compter sur moi? Quand apprendras-tu à te débrouiller seul? S'il te plaît, réveille-toi, j'ai dit ce que j'avais à dire, et maintenant je veux que tout le monde s'en aille. Je pouvais entendre les voix suppliantes de mon jeune frère. Ayant vécu une vie uniquement axée sur le plaisir, il était déconcerté. Je n'ai pas voulu l'écouter plus longtemps, j'ai éteint mon téléphone. Tu as perdu la tête? Tu as été malade pendant si longtemps que cela a dû altérer ton jugement. Comment pouvez-vous soudainement nous demander de partir, alors que cet endroit vous appartient? Ce n'est pas juste, je ne peux pas partir avec le peu d'argent que j'ai. Louer un logement est déjà un combat. Et mes enfants? Comment pouvez-vous nous traiter de la sorte? Tu me déçois vraiment, ma jeune sœur m'a crié dessus. Exprimant sa déception, mais c'est en fait moi qui suis déçue par toi. Tu as essayé de vendre mon centre commercial dans mon dos dès que je suis allée à Chiamet, n'est-ce pas? Combien l'acheteur était-il prêt à payer? Qu'est-ce qui t'a donné l'audace d'essayer de prendre le contrôle de mon centre commercial?
Avez-vous déjà dessiné ou fabriqué des vêtements, ou même traité une seule commande? Je ne dirais pas cela si vous aviez ne serait-ce que nettoyé notre bureau une fois, mais comment osez-vous essayer de me voler après votre comportement? Non seulement vous avez vécu confortablement, mais j'ai également payé les frais de scolarité de vos enfants, et maintenant vous prétendez être déçu. Je suis tellement choquée que je reste sans voix. Pourquoi tout le monde est-il si égoïste et ingrat? Est-ce que c'est moi qui suis folle de vous dénoncer? Je ne veux plus voir aucun de vos visages, alors sortez de chez moi, j'ai crié à ceux qui, sous le couvert de la famille, ont profité de moi toute leur vie. Mon jeune frère est revenu de l'aéroport en frappant à la porte et en pleurant, me demandant d'en parler. Il est même revenu plus tard, ivre, provoquant une scène et mettant les voisins dans l'embarras. Une semaine plus tard, aucun membre de ma famille n'avait quitté l'immeuble. Il fallait s'y attendre, j'ai donc appelé une société de sécurité privée pour qu'elle envoie des gens afin de les faire sortir de force de chaque logement. Ils se sont tous précipités vers mon logement et ont commencé à crier. Je les ai menacés de les poursuivre en justice s'ils prononçaient un mot de plus pour réclamer le remboursement du loyer. Ils ont vécu sans loyer et leurs attaques contre moi sur le pas de ma porte se sont poursuivies pendant quelques jours encore. Finalement, ils sont partis chacun de leur côté, quelques jours plus tard. J'ai vendu mon immeuble et j'ai déménagé. Il m'était difficile de vivre dans un endroit où se trouvaient les souvenirs de ma famille. Dans un premier temps, j'ai retrouvé mon ex-fiancé, mais j'ai décidé de ne pas l'épouser comme prévu. Avant tout, cela aurait été trop embarrassant devant ma belle famille. Après tout le chaos que ma famille avait causé, il ne me semblait pas juste de passer à autre chose comme si rien ne s'était passé. Ma famille a eu tort de me traiter ainsi, mais je m'en veux aussi de les avoir laissés me maltraiter. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que les blessures cicatrisent, mener une vie épanouie, à l'abri des tragédies. N'hésitez pas à nous faire part de vos précieux conseils dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien par le biais de likes et d'abonnements est très apprécié. Que vos journées soient remplies de joie et de satisfaction.